vécu qui aurait échappé aux gens de savoir, mais seulement de s'insinuer, comme par effraction, à l'aide de sources jusqu'ici peu utilisées dans cet espace ouvert. La rue vit ses spasmes et ses paradoxes, en dépit du regard savant et politique porté sur elle. Si elle est matière à histoire, c'est d'abord parce qu'elle s'impose visuellement à travers les archives. Sans aucun doute, ce travail entre en résonance avec les courants historiographiques actuels. Si faire de l'histoire, c'est définir de nouveaux objets et inventer les archives qui aideront à ces définitions, l'étude présente est empreinte de cette démarche et lui doit beaucoup. C'est au moment où il s'est avéré en même temps nécessaire d'utiliser les apports de l'histoire quantitative et de se dégager de sa souveraineté que les historiens sont partis à la recherche des mentalités collectives et des vies quotidiennes dont courbes et chiffres faisaient souvent l'économie. Et cette évolution prend son sens à un moment où les hommes eux-mêmes cherchaient à retrouver une identité culturelle et originale masquée par le carcan des techniques, des polices et des disciplines. Quand Louis Chevalier fit paraître, en 1958, son livre Classe laborieuse, classe dangereuse, le champ s'ouvrait plus largement encore. C'était du côté des exclus, des silencieux et des bafoués qu'il fallait se tourner. Interroger autrement les sources, travailler sur le silence des sans-aveux, et non sur les discours bavards et autorisés. C'est Paris qui devenait objet d'enquête. Derrière ce lieu, on pressentait une histoire nouvelle, celle des gens de la rue, censurés jusque dans les archives qui parlaient d'eux. L'utilisation des archives judiciaires fut le recours. Elle s'avéra féconde. Se dessinait soudain l'envers du décor. Dans l'enthousiasme, on ne prenait pas même assez garde aux pièges pourtant largement tendus. L'envers du décor n'est un envers que parce qu'il est ainsi nommé par ceux qui gouvernent. Choisir les sujets justiciables comme objet d'un travail, c'était déjà se plier aux normes dominantes. En même temps, venu d'un autre questionnaire, s'imposait l'œuvre de M. Foucault, dont les objets étaient ceux de l'historien. Son analyse aiguë des dispositifs de savoir et pouvoir comme établissement de normalisation, tel l'asile, l'hôpital ou la prison, incitait à interroger les sources avec de nouvelles perspectives. Fabriquée de douce et sursauts de la vie politique et de la pensée, la lecture des archives judiciaires fit petit à petit surgir de nouvelles images que je ne cherche plus à classer selon une grille traditionnelle, dominant-dominé par exemple, ni selon une thématique imposée d'avance. Le délinquant en bonne et due forme, si j'ose dire, n'est plus l'objet de mes recherches. Seul m'intéresse l'événement susceptible d'amener devant le commissaire une ou plusieurs personnes, le désordre minimum, pour qu'existe une trace dans les archives et que se mette en scène un déroulement d'actes, de gestes et de paroles. Travailler non plus sur les procès officiels conclus par des sentences définitives, mais sur les plaintes souvent non poursuivies, sur les minuscules rapports conservés au jour le jour dans les registres du quai ou de la carte de Paris, sur les notes hâtives qui subsistent dans les carnets des commissaires de police parisiens. La lecture des documents fait apparaître un objet cohérent, une entité vivante. La rue comme lieu où se pratiquent des activités qui sont autant de systèmes de création que de systèmes de défense implicites. Ces activités dessinent aussi les usages esthétiques et émotionnels de la ville. La couleur des vêtements, les objets portés sur soi, les manières de se héler ou de s'affronter font écho aux conduites sexuelles, aux modes d'appropriation masculin et féminin de l'espace, et répondent aux fragilités économiques des groupes familiaux. Les mécanismes de régulation et les renversements soudains d'interdits
partir de ces singularités juxtaposées, sans rompre pour autant la trame existante des continuités et des discontinuités. Une telle démarche implique évidemment la matérialisation de l'espace urbain, cette géographie spatiale qui impose des modes de vie particuliers à ses habitants et qui deviendra objet de discussion et cible politique. Matérialisation de l'espace plus que géographie urbaine détaillée. En fin de compte, si l'on a choisi de faire de la rue parisienne au XVIIIe siècle un objet d'histoire, c'est aussi parce que le regard anthropologique porté sur elle lui laisse la liberté d'être en même temps sujet de l'histoire. Au XVIIIe siècle, à Paris, la rue, trois mots qui dessinent un espace qu'on croirait familier. Des lambeaux de culture acquise traînent dans les têtes ainsi que des images stéréotypées. Les carrosses rapides et sonores sur des rues pavées bien trop boueuses, les cris insistants de marchands, les mendiants, le guet à cheval et les attroupements interdits. Et pour peu qu'on ait lu quelques récits de voyageurs, des phrases reviennent en mémoire qui décrivent hâtivement la capitale. La rue est un spectacle. La rue provoque le regard du visiteur, force ses impressions et inspire les notes du voyageur. Thème familier de certains discours littéraires, elle permet de belles pages et de cocasses descriptions où s'accumulent les détails insolites et des images colorées qui doivent donner au lecteur une impression de charme et de canaille et un sentiment délicieux d'effroi rétrospectif. Depuis le début du XIXe siècle, la vision populiste l'emporte, sauf de rares exceptions, et donne la couleur et le folklore. Bonheur de paille encanaillé, chatoyant et vivant, où bonne humeur et amuseur séduisent le passant. Par moments, une touche humanitaire assombrit le tableau, mais la description de la rue traditionnelle reste un genre fondamentalement exotique. Un historien au début de notre siècle. La rue est un des cadres essentiels de la vie parisienne, avec son animation, son bruit, ses personnages familiers, ses célébrités, ses passants pressés et badauds, spirituels et gobeurs, avec ses boutiques et ses cafés, ses théâtres de boulevard et ses amuseurs ambulants. Elle est une des curiosités, un des charmes de Paris. C'est un spectacle continu, divers et gratuit. Son mouvement et son pittoresque ne frappent pas seulement des étrangers. Il intéresse de plus en plus les artistes. Ceux-ci se plaisent plus dans les jardins publics ou sur les boulevards que dans les salons de Versailles. Ils s'y promènent, le regard amusé, et s'y attardent volontiers à prendre des croquis. C'est dans les rues que Boucher et Bouchardon ont vu les marchands populaires qui défilent dans les grilles de Paris, que Watteau a croqué le Savoyard à la marmotte, la silhouette du Joli passante où les ivrognes débraillaient des porcherons. C'est dans la rue Princesse que Chardin a observé ses pourvoyeuses, ses écureuses, ses laveuses et ses cuisinières. C'est sur le Pont-Neuf que Greuze a trouvé le sujet de sa belle-mère. Je cherchais depuis longtemps, écrit-il, à tracer un caractère sans rencontrer l'expression désirée. Un jour, en passant sur le Pont-Neuf, je vis deux femmes qui parlaient avec véhémence. L'une d'elles répandait des larmes et s'écriait: quelle belle-mère, oui, elle lui donne du pain, mais elle lui brise les dents avec ce pain. Ce fut un trait de lumière pour moi. Au XVIIIe siècle, dans les nombreux récits de voyageurs, il s'agit moins d'exotisme que de stupeur inquiète. Abasourdis de bruit et de mouvement, les visiteurs reproduisent au jour le jour leurs impressions, particulièrement sollicités par les va-et-vient incessants de la foule, le bruit assourdissant, la saleté malodorante et la brutalité d'un espace urbain qui les accueille sans ménagement. Affleure chez ceux la crainte que se mêler franchement à ces hordes, qu'ils soient
conseille à personne de se mettre proprement. La moindre pluie rend les rues de Paris presque impraticables, à cause de la bourbe dont elles sont pleines, laquelle augmente, laquelle s'augmente sans cesse par la multitude de ceux qui vont et viennent. L'on dit que Lutetia est dérivée de Lutrine, et ma foi il est vrai en effet, car les rues